Alors, comme d'habitude, je vais explorer les concepts fondamentaux de l'Ayurveda grâce au sommeil que je viens d'avoir. Donc, je suis dans mes pyjamas. C'est Pyjama Veda. Namasté. Nous sommes la même, qui pour moi, ça veut dire plusieurs choses, mais surtout un rappel à l'humilité, à l'harmonie et à la coopération. Même si on a peut-être nos différences, on est tous de la même, autant qu'on sait, de la même fond, la même matière, sur différentes échelles de vérité. ADN, c'est le même parmi nous, on est la même espèce, etc. Donc, même si on voit quelqu'un différent qui a des projets différents, des valeurs, des envies, un comportement différent, etc., j'essaie de souvenir que fondamentalement, on est la même. Et ça, je trouve, c'est chouette d'avoir une salutation qu'on utilise. Ayurveda, la science de la vie. Surtout la science de nos vies à nous. Comment je suis conçu. Je suis quoi? Je suis qui? Ça fonctionne comment? Je suis qui et quoi en relation de l'autre? Donc l'Ayurveda, une approche qui date de très longtemps, qui vient de l'Inde ancienne, la vallée de Indus, la culture védique. Ayur, ça veut dire vie, éternité. Veda, ça veut dire connaissance, science. Moi, j'utilise l'Ayurveda depuis plus que 20 ans maintenant, un peu plus que 20 ans. Je suis un enfant de l'Occident, donc j'avais une éducation peut-être comme vous, si vous êtes aussi de l'Occident, de la France, sauf que j'étais né en Grande-Bretagne, donc je suis anglophone, j'ai fait l'école là-bas. Il y a donc un point de départ un peu classique, et en même temps j'avais dans ma famille les gens qui cherchent à comprendre qui je suis et puis qui s'intéressent à des questions existentielles et aussi qui s'intéressent à explorer le silence à l'intérieur. Ma mère, le yoga, mon père, plutôt le bouddhisme, la zen, la méditation. Donc j'ai eu beaucoup d'échanges avec eux quand j'étais adolescent. Puis j'ai parti sur plusieurs week-ends dans le yoga, dans le chant des mantras par exemple. Et puis quand j'ai commencé mes études à la fac, ma mère m'a donné un livre de Deepak Chopra, qui est très connu aux États-Unis surtout. Et même s'il y avait des choses dedans qui m'a pas trop émouvé, il y avait des choses quand même qui m'ont beaucoup fasciné, surtout l'approche de base de comment comprendre quelqu'un par sa nature des trois doshas. Ça veut dire définir l'individu physiquement, psychiquement, avec un langage, un alphabet biologique si tu veux. Dans cet alphabet, il y a, selon comment tu l'approches, l'abordes, il y a 3 lettres, voire 5 lettres, voire quelques lettres.
C'est assez simple et intuitif et ça m'a beaucoup plu. Voilà, donc là, elle reste avec moi à mes côtés. Je ne suis pas fermé à autre chose, mais pour avoir une approche à la vie, surtout un cadre à travers comprendre ma vie, je trouve que l'Ayurveda était génial. Elle reste quand même très pertinente. Je m'intéresse à la science quand même. J'ai fait un doctorat en électronique et musique technologie et psychologie, donc j'étais obligé de fusionner ces domaines, surtout les premiers deux. Mais plus tard dans mon doctorat, on a fallu faire des expériences scientifiques avec les gens. Donc j'ai appris beaucoup aussi sur la statistique, sur la méthode scientifique. Le experimental design, ça veut dire comment conçu une expérience. Et je crois que ça m'a beaucoup marqué. Et donc, j'ai eu en moi une tension, pas un conflit, mais une tension entre, si tu veux, cette science contemporaine et puis cette science ancienne de l'Ayurveda et puis d'une certaine manière le yoga aussi que j'ai abordé moins profondément, mais quand même. On dit en Ayurveda, un des buts de l'Ayurveda, c'est svasta. Ça veut dire être établi en soi, qui sans doute on peut interpréter différemment selon comment tu définis soi. De mon interprétation de l'Ayurveda, soit c'est quelque chose qu'on va découvrir si nous sommes curieux, si nous sommes ouverts, si nous sommes conscientes. Donc on peut prendre les suggestions des autres, on peut trouver les trouvailles des anciennes qui vont dire que voilà, votre soi ça veut dire X, ou Y ou Z. Mais c'est vous après de compléter l'expérience et en fait prendre une hypothèse de c'est quoi soi et quels sont ses besoins et donc être établi en soi. Il y a aussi la notion d'être en santé, d'être heureux, d'être bien en soi. Et donc on a une moyenne quand même de valider au long si je suis ou j'étais établi en soi. Si je suis établi en soi, ça va bien plutôt. Donc, on peut avoir une dimension ésotérique, bien sûr, de cet ancien enseignement, de cette culture de l'Inde très ancienne. À l'époque, il y avait quand même des textes spirituels, c'était à peu près des textes plus importants. Dans l'Ayurveda, c'était pas dedans, il était un texte annexe. Donc, établi en soi, on a beaucoup d'idées qui viennent de là-bas. Et pas seulement de l'Inde, bien sûr, on a d'autres anciennes cultures qui ont leur propre dimension dite spirituelle. Pourquoi spirituel, pourquoi ce mot à discuter une autre fois peut-être. Mais moi aujourd'hui, j'autorise moi-même d'avoir vraiment une grande souplesse par rapport justement cette notion d'être établi en soi. Et surtout, j'invite à mes élèves ou mes clients ou mes amis, s'ils s'intéressent à l'Ayurveda aussi, d'aborder ça vraiment avec un esprit expérimentaire plutôt qu'un esprit fixe dogmatique. Donc, la conscience, c'est une concept de base. Alors, on est dans les concepts en ce moment parce que nous sommes dans les mots. Donc, le mot conscience, c'est un mot qu'on emploie aujourd'hui. Et c'est vraiment étrange parce que
on peut être d'accord, on peut s'entendre sur plusieurs choses dont il y a une certitude assez forte. Une certitude, c'est pour moi une concept, voire une croyance qui peut démontrer avec une très 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 forte fiabilité quelconque effet. Donc, si on dit quelque chose par rapport à tout ça, y compris tout ça, y compris tout ça, soit on discute des objets concrets qu'on voit ensemble et qu'on peut s'entendre grâce à cet exploit, grâce à cette enquête, on a par exemple les avions qui fonctionnent. Et on peut remplir les avions, c'est des tubes essentiellement fabriqués en fer, en ferraille. Tu remplis des centaines, donc en collectivité, des milliards de personnes, d'êtres vivants dans un grand tube. Et ce tube va quitter le sol et voler dans le ciel, fiablement. Avec des fois des échecs. Et quand il y a un échec, généralement, on sait pourquoi. On a essayé d'éviter les échecs, c'est très fiable. Et pour arriver à ce stade-là, il faut qu'il y ait une pouvoir, une maîtrise, une compétence et un certain niveau de certitude de ce qu'on appelle c'est quoi la vérité. Par contre, quand on parle de notre biologie, de cet aspect de nous qu'on tient très, très cher au cœur, qui est tellement important qu'on n'a pas besoin d'utiliser très souvent le mot, mais le fait qu'on a un vécu, le fait qu'il y a quelque chose à expérimenter, le fait qu'il y a, voilà, tout ça, subjectivement, pour moi, c'est un miracle. On ne comprend pas encore comment la matière fait naissance à la conscience, à cet phénomène qu'on appelle l'expérience, où c'est comme quelque chose d'être moi. C'est comme quelque chose d'être toi. Les philosophes ont beaucoup discuté. Les scientifiques aujourd'hui, surtout dans les neurosciences, ont une grande... fait des gros progrès dont c'est très fort probable, mais pas sûr, mais très fort probable que la conscience est un phénomène émergent de nous-mêmes. Où ce qu'on appelle nous, notre conscience, dépend absolument concrètement d'un corps physique qui existe, donc surtout d'un système nerveux, surtout un cerveau qui fonctionne. Now, la tradition yogique, ayurvédique, védique, ils ont eu l'hypothèse que la conscience va au-delà de l'individu, que pour qu'il y ait un type de conscience qu'on ait nous, il faut quand même un corps comme nous, avec les sens, avec 5 sens, notamment, qu'on va voir très bientôt. Ils estiment qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça, le corps, Sharira, notamment pour que la conscience soit manifeste en nous, comme elle est manifeste. Mais ils estiment quand même que tout est conscient. Donc il y a une idée d'une conscience pas que chez l'homme, mais chez tout le monde, chez tous les êtres vivants et tous les êtres non-vivants, et tout en fait. S'il existe quelque chose, concrètement, il existe, elle a un aspect conscient et un aspect dit physique. Physique, ça veut dire... eh oui, c'est pas si sûr. Est-ce que les anciens ont projeté leur propre vécu de soi-même à travers leur hypothèse de c'est quoi tout ça dans leur
mythe créationniste, si on peut dire en français, creation myth en anglais, leurs idées par rapport d'où vient tout ça et c'est quoi tout ça fondamentalement. Est-ce qu'ils avaient eu les outils comme on a aujourd'hui, par exemple, comme les physiciens possèdent, par exemple à CERN, il y a un énorme beignet en dessous de la Terre, un rond, une sorte de tramway souterrain, une métro, mais qui fait des kilomètres. Et là, il met des particules atomiques dedans et il les accélère avec les aimants et des champs électromagnétiques très forts. Ils accélèrent les particules à une vitesse astronome. Et qu'est-ce qu'il fait comment il les regarde à cette vitesse? Ils peuvent pas. Ils ont élaboré les instruments qui peuvent sentir, qui peuvent voir, qui peuvent observer ces particules. Et pire, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais pour qu'on les comprenne, il faut qu'on les perturbe. Donc, ils l'écrasent. Il fait que les particules ça rament les uns les autres. Paf! Et quand ça explose, ils mesurent les perturbations. Ils mesurent la lumière, ils mesurent l'énergie électromagnétique, ils mesurent ce qui se passe. Et ça les aide de comprendre leur composition. Moi, je trouve ça étrange. Fascinant, génial. Peut-être les anciens ont eu des perspicacités, une intuition à l'inspiration de leur vie quotidienne et de leurs états méditatifs. Ils ont eu donc des idées par rapport c'est quoi tout ça? C'est quoi l'origine de tout ça? Donc ils ont élaboré les notions de cause-effet, ils ont élaboré les idées comme il y a une royaume qui est vrai, qui existe, mais qui est hors vue. Il y a donc il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas et qu'on ne voit pas, qu'elle doit être la cause de ce qu'on voit et de ce qu'on sait. Donc, ils ont divisé l'univers. Et je crois qu'on va voir ça maintenant. Juste avant d'y aller, effectivement, sur ce petit graphique, on voit conscience, sattva, rajas, tamas. Donc, j'ai passé 1 heure et demie à expliquer à l'improvisation, ça veut dire quoi, sattva, rajas, tamas. Donc, sattva, c'est en Ayurveda, quand on discute la conscience, on est surtout intéressé par ta conscience à toi et comment elle vibre, comment elle est configurée. Est-ce que ta conscience, elle est claire, curieux, qui pose des questions, mais surtout qui pose ses fesses, qui ne bouge pas et qui observe, qui sent, qui écoute, qui ne cherche pas à modifier l'autre, tout ça et tout ça. Il cherche rien à modifier, il veut rien faire, il veut juste savoir. Je veux juste savoir c'est quoi. Donc, ça c'est la parole de sattva chez toi. Après, la conscience, donc toi-même et ta mental, tu peux être plutôt motivé de faire quelque chose. Donc, c'est une qualité de conscience dans le sens où on a la métaphore de la conscience un peu comme un lac qui peut être clair. Si tu veux, par exemple, voir le fond du lac, il faut que l'eau ne bouge pas. L'eau de la lac. Il faut que l'eau ne bouge pas et que l'eau est claire. Alors, pour que tu veux voir la nature du fond de toi-même, il faut que l'eau est claire et qu'elle ne bouge pas. Donc, ici, la liste pour que l'eau est claire et ne bouge pas, ces conditions, ça c'est sattva. Si l'eau bouge, c'est rajas, et si l'eau est opaque, on ne peut pas voir à travers, même si on ne bouge pas, ça c'est tamas. Donc tamas, ça veut dire, il manque de la conscience.
Rajas, ça veut dire il y a de la conscience, mais il est agité, il bouge. Bon, alors, si tu poses trop de questions, c'est aussi rajas. Mais si tu t'assois, tu poses une seule question et tu lâches complètement et tu permettrais toi-même de devenir calme et stable avec un minimum d'agitation, un minimum de mouvement. C'est ce qu'on appelle la méditation. C'est un aspect de nous-mêmes, un état qu'on peut trouver, démontrer, où il y a plusieurs stades ou qualités entre elles, mais en gros, c'est ça. Donc, on a ces trois modes de conscience, ces trois vibrations ou conditions de conscience. En général, en Ayurveda, on met beaucoup plus de valeur sur surtout sattva, parce que grâce à sattva, on comprend, on observe et donc on se connaît. Et tout à l'heure, on avait cette idée d'être établi en soi. Établi en soi, ça veut dire de te connaître. Ça peut aussi avoir d'autres notions, genre être authentique avec qui tu es, avec ce que tu es. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est très créatif. J'ai moins d'endurance et davantage plus de créativité. J'en ai de l'endurance, mais ce n'est pas mon premier élément. Je suis surtout créatif, donc un peu changeant, un peu instable aussi. Il y a de la stabilité chez moi qui existe en compagnie avec un truc instable. Ces deux éléments chez moi, l'instabilité et la stabilité qui coexistent, qui fait une étrange équipe, quoi. Chacun de nous, on a une composition. Mais établi en soi, si je suis donc... par exemple, si mon corps, mettons que j'ai un corps, donc si je suis un corps dominé par, en Ayurveda, ce qu'on appelle Vata Dosha, Vata, ça veut dire celui qui bouge, et le métaphore de Vata, c'est le vent. On arrive dans une minute. Mais en fait, si je suis en phase, en harmonie avec... Si mon corps il est en harmonie avec mon environnement, les deux sont complémentaires. Et la synergie de ces deux aspects, de tout ça qui se unit, fait que si ma nature, par exemple, est sec, froide, et mon environnement, elle est un peu chaud, humide, c'est une belle union. C'est yin-yang, c'est harmonieux, c'est équilibré. Donc, on peut dire que là, c'est un aspect d'être établi en soi. Donc, pour moi, établi en soi a plusieurs sens, plusieurs contextes. Mais surtout, le contexte de la conscience, être établi en soi, c'est surtout de connaître soi. Et si je connais soi, obligé que j'ai eu ou que je suis davantage dans l'énergie de la conscience qu'on appelle sattva. Donc, il y a de la présence, il y a une certain détachement à l'action, à l'envie, à la désir de faire, rajas, et puis une certaine ouverture envers notre ignorance. Donc, je sais que je suis ignorant de certaines choses. Je ne suis pas un yogi abouti qui, selon la tradition, un yogi abouti, c'est quelqu'un qui a complètement vaincu l'ignorance et l'inconnu et l'ombre. Et donc, il n'y a rien qu'il ne sait pas. Et parce qu'il sait tout, il a aussi l'accès à une potentiel, surtout de liberté. Parce que si on sait tout, on peut comprendre, c'est pour ça que ça se passe. Et si je comprends pourquoi ça se passe, j'ai plus besoin de chercher pourquoi ça se passe. Donc je peux être dans l'accueil, dans l'acceptance profonde.
radical. Il y a des gens terrestres, ou dites plus honnêtement, je connais les gens qui disent que pour eux, même s'ils ne savent pas tout, comme le yogi dit, même s'ils ne savent pas tout, ils ont suffisamment vu pour accueillir radicalement tout ce qui peut arriver. Ça ne veut dire pas qu'ils accueillent sans intérêt, sans engagement. Par exemple, si dans l'espace de tout ça, cette personne dont je parle, il est menacé par quelqu'un impoli, méchant, potentiellement violent, il peut s'arriver que cette personne dont je parle, qui est dans l'acceptance radicale, va réagir, dite normalement, va peut-être se protéger, va peut-être même se défendre, mais le fait que tout ça s'est passé après, ça n'a pas trop lui. Tu vois, c'était pas « pourquoi ça s'est arrivé? C'est vraiment étrange. C'est pas juste. Qu'est-ce que j'ai fait dans mes vies passées pour que ce méchant vienne me menacer? Peut-être je méritais. » Non, il part pas trop dans tout ça et il a fait son boulot. Il a compris certaines choses par rapport à la nature humaine, par rapport à la nature de notre société aujourd'hui et par rapport à sa propre nature, ses tendances, etc., ses valeurs. Et tout ça soit en fait porté par une conscience libre qui, sur un certain plan, reconnaît que fondamentalement, il n'y a pas d'histoire. Il y a une histoire sur un certain niveau, mais sur un autre niveau, il n'y a pas d'histoire. Il y a juste tout ça. Et c'est mystérieux, c'est magique, que rien que je suis, rien que il y a un vécu, rien que c'est quelque chose d'être comme ça, la conscience, dite l'expérience conscience, rien que ça, c'est déjà trop. C'est incroyable. Ça suffit. Donc, il se désengage sans être désinvesti. Il n'y a pas de fortes contraintes dans la vie. Il y a juste une sorte de fleuve de vie qui vient, qui part, qui arrive, qui part. Il a exploré avec un petit peu de méditation peut-être, comment c'est tout ça à l'intérieur, en privé, avec moi-même. C'est comment que ça marche tout ça à l'extérieur. Il sait qu'il ne peut pas répondre à certaines questions existentielles, genre qu'est-ce qui se passe après la vie. Il a peut-être creusé un peu sur ce qu'on peut savoir selon différentes cultures, mais il reconnaît qu'honnêtement, il ne sait pas. Donc là aussi, on décrit une certaine forme de sattva, une certaine forme de connaissance, d'observation. Et puis, le but de cette recherche, le but de cette observation, c'est qu'il y a enfin de l'accueil, de l'acceptance, du paix, de l'harmonie. Donc, c'est un peu ça, la dimension de la conscience en Ayurveda.